Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes depuis plusieurs décennies un ami de l'ombre d'une star mythique dont le rayonnement demeure international, Brigitte Bardot. Avec elle, dans vos échanges, vous n'avez jamais fait de cinéma. Votre complicité est telle qu'elle a accepté de commenter les photos du livre que vous lui consacrez. Bonjour François Bagnot. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que vous publiez Inoubliable bébé avec Alain Vodraska à l'Archipel, avec des photos inédites, avec des légendes, on va en parler. Mais on va parler de Bardot. Et si je vous ai choisi, c'est parce que justement, vous êtes quelqu'un qui ne parle pas souvent de Bardot et vous la connaissez depuis très longtemps, je crois. Brigitte Bardot, moi ça a été un choc quand j'avais 13 ans. En 1968, j'étais avec mes parents devant le show Bardot et j'ai été ébloui par cette femme qui était en Harley Davidson, qui était pour moi à l'époque la plus belle femme du monde. Et je me suis mis à partir de ce moment-là à collectionner sur elle. Puis comme tout collectionneur, on a envie de la rencontrer, de lui écrire. Donc je lui ai écrit. On a entretenu comme ça une correspondance qui à l'époque je croyais qu'elle n'écrivait qu'à moi. Oui. Mais en fait je me suis aperçu qu'elle répondait beaucoup à tous ses admirateurs. Et puis un jour, je l'ai vue en vrai. En 1976, devant l'ambassade de Norvège, elle manifestait contre le massacre des bébés phoques. Et là, j'ai pu lui parler. Et je lui ai dit, c'est moi qui vous écris. Elle me dit, oui, continue à m'écrire. Évidemment, elle ne m'avait pas reconnu, mais après, je lui disais, je suis le jeune homme qui vous ai parlé en aparté. Et à partir de là, notre correspondance a été plus amicale. Et un jour, en 1984, elle m'a dit cette phrase qui a été un choc pour moi. Je m'ennuie à Saint-Tropez, il y a trop de monde. Alors dans le langage Bardot, que je ne dirai pas ici. Elle m'a dit, viens me voir. Et puis là, j'ai pris le train, j'y suis allé. Et notre amitié a débuté calmement, tranquillement, à partir de ce moment-là. Elle se poursuit aujourd'hui par des correspondances téléphoniques régulières. Là oui, parce que là, je me suis un petit peu exilé en province, en Vendée. Et c'est vrai que c'est un peu loin de Saint-Tropez, mais on s'appelle toujours régulièrement. Et puis dans les années, surtout 90, 2000, 2010, j'étais quasiment tout le temps avec elle, auprès d'elle. Alors on va parler d'elle aujourd'hui à travers des dates clés, c'est le principe des clés d'une vie. La première date que j'ai trouvée, c'est le 8 mai 1950. C'est sa première photo dans la presse, dans le journal Elle. Et je crois que Hélène Lazareff, la directrice, l'a choisie parce que justement, elle avait remarqué dans des clichés juniors qu'elle avait quelque chose de plus. Cette dame qui était la directrice de Elle, effectivement, l'avait vue, je crois, sur une couverture du Jardin des Modes et avait trouvé qu'elle faisait très jeune fille française, de bonne famille. Et effectivement, elle avait demandé à ses parents, notamment à sa maman, qui avait de nombreuses amies dans ce milieu, si elle pouvait prendre sa jeune fille comme modèle. Et alors, ça avait été dit à condition qu'on ne marque pas le nom Bardot. Voilà. Donc, on avait marqué le nom Mussel, qui était le nom de famille de sa maman, parce qu'il n'était pas question qu'elle aille plus loin dans le métier. Il faut savoir que Hélène Gordon-Lazareff a également un jour convaincu Marcel Pagnol d'écrire un article pour son journal, et c'est devenu les souvenirs d'enfance de Pagnol. Ah d'accord. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Alors, il se trouve aussi que quelqu'un a vu cette photo et a voulu engager Bardot, c'est Marc Allégret. Marc Allégret, grand cinéaste de l'époque, qui effectivement a dit à son assistant, qui était Vadim, tiens, j'ai repéré une jeune fille qui serait très bien pour un film qu'ils allaient préparer ensemble, qui s'appelait Les lauriers sont coupés. Et Brigitte a été convoquée pour les premiers essais, aux grandes dames de sa famille, qui se disent, oh là là, mon Dieu, entrer dans ce milieu du cinéma, ça va être compliqué, c'est pas un milieu pour une jeune fille de bonne famille. Et oui. Finalement, elle a fait les essais, mais le film ne s'est pas fait. En revanche, elle a continué à voir Roger Vadim, je crois qu'elle a flashé pour lui. Ça a été son premier grand choc amoureux. Elle le trouvait très très beau. Elle disait, il avait l'air d'un loup, il ressemblait à un slave, il était fascinant. Sauf que ses parents ne voulaient pas entendre parler de cette histoire parce qu'elle n'avait pas 18 ans. Elle était loin d'avoir 18 ans, et puis en plus, lui, c'était un garçon un peu plus âgé qu'elle, et puis il était déjà dans ce milieu du journalisme, du cinéma et tout, donc il pensait que c'était une relation dangereuse. Oui, enfin ça s'est très bien passé, à tel point qu'il se cachait au départ grâce à la complicité de Daniel Delorme et de Daniel Gélin, je crois. Tout à fait, Daniel Delorme et Daniel Gélin, qui les ont pris d'ailleurs comme figurants dans un film qu'ils avaient fait, Les Dents Longues. Et après, en retour, ils ont été également témoins au mariage
de Brigitte et de Roger Vadim. Alors justement, les premiers films de Bardot, on a oublié par exemple qu'elle a tourné sous la direction de Sacha Guitry dans Si Versailles m'était compté. Ah bah, si Versailles m'était compté, c'était les grandes fresques que faisait Sacha Guitry à l'époque. Et effectivement, même dans un tout petit rôle, il fallait être dans le générique. Toutes les grandes vedettes voulaient être dans le générique. Et Brigitte, qui était quand même au début de sa jeune carrière, elle a eu un petit rôle de quelques minutes, Mademoiselle de Rosille. Voilà. En même temps, il paraît qu'elle a attendu toute la journée, qu'elle était furieuse. Et Guitry lui a dit, vous avez 19 ans, à votre âge, mon petit, on a le temps d'attendre. Bah, c'est un peu, oui, il s'est moqué un petit peu d'elle en reprenant la réplique que lui dit, je crois, c'est Louis XV, qui lui dit, vous pouvez attendre. Alors, bon, enfin, tout s'est bien passé ensuite. Alors, justement, le mariage avec Vadim a eu lieu le 21 décembre 52. Dans votre livre, elle dit que c'est l'un des plus beaux jours de sa vie. Et c'est vrai que Vadim, elle voulait absolument l'épouser. Ah bah Vadim, elle était follement amoureuse de lui. C'était son premier grand amour qui lui a appris l'amour, la liberté, et elle le voulait absolument, et elle était prête à tout pour l'avoir. Oui, il a fait aussi sa culture, il l'a emmené au théâtre, il lui a présenté des gens. Il lui a présenté ce qu'on appelait à l'époque encore le tout Paris, il lui a présenté Colette, il lui a présenté des gens très célèbres à l'époque. Vadim était très célèbre déjà, et sa première photo de la presse de Vadim, parce qu'il y a une photo dans Samedi Soir, qui est l'ancêtre des journaux People, où dans la cave du Tabou, on voit Juliette Gréco et Vadim ensemble, et on dit ce sont les existentialistes. Et c'est comme ça que le mot est paru dans la presse pour la première fois. Ah d'accord, oui, vous avez raison, Vadim était célèbre, je pense, dans ce milieu. Exactement. De Saint-Germain-des-Prés et tout, mais dans le grand public, il a été révélé un peu plus tard. Voilà. Alors il se trouve aussi qu'il a l'idée d'un film, qu'il a écrit un scénario dont personne ne veut au départ. Hein. Bah, personne ne veut parce que le producteur Raoul Lévy n'est pas connu, il n'a rien fait avant. Vadim, c'est son premier film, et Brigitte Bardot, même si elle avait tourné avant à peu près 16 films, c'était une vedette, mais c'était pas du tout la bébé qu'elle va devenir après. Donc personne voulait mettre un sou sur ce projet. Oui. Mais il a eu une idée, je crois, voilà. C'est d'appeler Kurt Jürgens. C'est de demander à Kurt Jürgens s'il voulait jouer un rôle dans ce film. Le rôle a été écrit spécialement pour lui, rajouté. Et du coup, effectivement, grâce à la présence de cet grand acteur... Qui était star à l'époque. Qui était star à l'époque, bien sûr, le film a pu se monter. Voilà. Alors, il s'est monté, c'était l'histoire, il faut le rappeler, d'une orpheline de 18 ans qui était prise de liberté, qui fait chavirer les cœurs des hommes sur son chemin. Voilà. Ça correspond exactement à Bardot. C'est-à-dire que dans ce film... en fait, Brigitte n'a pas vraiment joué. Elle a été elle-même. Son mari lui a dit, sois toi-même. Elle avait des dialogues, bien sûr, écrits, mais elle pouvait les interpréter comme elle voulait. Elle a eu une grande liberté, quand même. Et c'est comme ça qu'elle a découvert Saint-Tropez. Alors Saint-Tropez, on dit toujours oui qu'elle l'a découverte. Non, elle l'a redécouverte parce que Saint-Tropez, ses parents avaient l'habitude de se rendre sur la Côte d'Azur, puisqu'il y avait la grand-mère Mémé Bardot, la grand-mère paternelle de Brigitte, qui avait une maison au Canet, et les parents allaient aussi à Saint-Tropez. Mais elle a redécouvert ce village qui à l'époque n'avait pas l'aura que lui a donné Brigitte après, quoique il y avait quand même des artistes qui venaient déjà à Saint-Tropez. Oui, mais beaucoup moins qu'il y avait eu Sagan, il y avait eu Colette. Il y avait Colette, et Boris Vian avec les chats de Colette, dont Brigitte a nourri les descendants. Moi, je suis allé les nourrir avec elle, c'était pas très loin de la Madrague, elle disait que c'était les arrière-petits-enfants des chats de Colette. Et c'est ce film, on écoute la bande originale. C'est difficile d'être heureux. Et Dieu créa la femme, avec ce mambo qui a été composé par Paul Misraki, oui. qui est l'homme il a fait 300 musiques de films. Ça, je ne savais pas. Et il a fait Tout va très bien la marquise, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Et ce mambo a été vraiment le déclencheur, car Brigitte adorait danser, et la scène du mambo a été rajoutée, je crois. C'est-à-dire qu'il me semble que Vadim et elle avaient dû aller, je crois, dans un bar ou une boîte, et elle avait dansé comme ça en pleine liberté. Et c'est la légende. J'en ai jamais parlé avec Brigitte, je sais. J'ai pas le souvenir. Mais oui, il aurait rajouté cette scène après l'avoir vue danser comme ça en vrai, dans un bar ou dans une boîte. Alors, ce qui est étonnant, François Bagnot, c'est que Et Dieu créa la femme est un échec total en France, au départ, et va démarrer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, oui, on peut parler d'échec dans la mesure où il est passé un peu inaperçu, qu'il n'a pas fait le scandale qu'il a pu faire après aux États-Unis, et c'est revenu comme un boomerang.
Voilà. Aux États-Unis, ça a fait un scandale parce que on était dans une Amérique un peu puritaine. Le film était interdit dans de nombreux États. Et du coup, ça fait un gros scandale à tel point que les Américains ont titré Et Dieu créa la femme, mais le diable créa Bardot. Oui, mais quand même sacrée meilleure comédienne, Eva dit, mais sacrée meilleur metteur en scène de l'année aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. Donc il est revenu après avec auréolé de ce scandale en France. Et là, effectivement, il a fait le succès qu'on connaît. Mais en même temps, quand on voit ce film, elle a inventé quelque chose, Bardot. C'est-à-dire, quand on le voit maintenant, on se dit, mon Dieu, comment ça se fait que ce film a fait autant de scandales? Mais à l'époque, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On sortait quand même à quelques années près de l'après-guerre. Les gens voulaient un peu vivre, danser. Et Brigitte, elle a effacé... comment dire, avant on avait des vedettes comme Michel Morgan, Daniel Darieux, Edwige Feuillère, qui étaient des dames élégantes, que moi j'aimais beaucoup comme actrice, et elle est arrivée avec Et Dieu créa la femme en blouse, mouillée, moulant son corps, les cheveux défaits, pas maquillés, elle a montré une liberté totale, puis une fille un peu amorale aussi quand même, donc ça a fait un choc. Et c'est comme ça que Dieu a créé Bardot à sa façon. Et on va continuer à parler d'elle à travers une autre date, le 1er janvier 1962. A tout de suite sur Sud Radio avec François Bagnot pour parler de Brigitte Bardot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Bagnot, fidèle ami de Brigitte Bardot, puisque vous téléphonez encore tous les jours après des décennies. Tous les jours, non. Presque tous les jours. Non, on se téléphone là maintenant, on a un petit rythme qu'on ne tient pas forcément, mais normalement je l'appelle le dimanche après-midi parce sa fondation est fermée, elle est plus tranquille, plus disponible. Puis des fois on reste des semaines sans s'appeler, mais l'amitié c'est ça, on peut rester des semaines. Quand je l'appelle, qu'elle décroche, oui, je dis Brice, c'est François, hop, tout de suite, c'est parti. C'est parti, c'est ça la vraie amitié. Alors vous publiez Inoubliable bébé avec Alain Vodraska chez L'Archipel, avec des photos inédites qu'on évoque, et vous évoquez la carrière de Brigitte Bardot, et j'ai trouvé une date très importante, c'est le 1er janvier 1962, ses débuts dans la chanson. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. La madrague qu'on ne se lasse pas d'écouter et qu'elle doit à Claude Bolling et Jean-Max Rivière car elle ne voulait pas chanter et ils l'ont convaincu, je crois, François Bagnot. C'est-à-dire qu'en fait, avant qu'elle accepte de chanter, elle avait interprété 2-3 couplets même pas un petit couplet d'une chanson qui s'appelait Sidonie dans le film Vie privée en 61. Et c'est à ce moment-là que Jean-Max Rivière, qui était un ami en fait du papa de Brigitte et qui était un auteur, compositeur, lui a proposé quelques chansons qu'elle a accepté de chanter pour le 1er janvier 1962. Et c'est là les vrais débuts. Mais la première chanson enregistrée par Brigitte, c'est Sidonie. Absolument. Elle enregistrera la madrague quelques mois après. La madrague d'ailleurs qu'elle a achetée un dimanche après-midi sans imaginer qu'elle y vivrait aujourd'hui. Elle cherchait une maison les pieds dans l'eau. Oui. Elle la trouvait pas. Elle avait cherché avec son secrétaire de l'époque. Elle avait écumé tout ce qui était à vendre et c'est sa maman, alors qu'elle était sur le tournage d'un film en Espagne, qui l'a appelée en disant « Je crois que j'ai trouvé ce qu'il te faut ». Elle est descendue, elle est allée de l'Espagne à Saint-Tropez en une nuit en train. Elle a visité et c'était exactement ce qu'elle voulait et elle a acheté le lendemain. Le notaire a ouvert exprès pour elle le dimanche pour pas qu'elle rate l'affaire. Et elle a transformé cette maison de pêcheur, cette cabane de pêcheur, en une petite propriété absolument adorable, qui n'est pas une propriété de star, contrairement à ce qu'on peut penser, mais où elle se sent bien, où elle vit toujours, où elle finira ses jours à la madrague. Alors, il se trouve que la chanson, elle m'a dit un jour au téléphone que c'était les plus beaux moments joyeux de sa vie. Parce qu'effectivement, elle a adoré chanter. Ce show qu'elle a fait pour France, il y avait qu'une chaîne de télévision d'ailleurs à l'époque, elle l'a fait gratuitement. C'est unique dans l'histoire. Exactement, elle refusait d'être payée parce que pour elle, c'était un cadeau qu'elle faisait aux téléspectateurs et à ses admirateurs. Et elle trouvait que chanter, c'était une récréation. Elle voyait pas pourquoi elle serait payée. Donc, elle n'a pas été payée pour les shows qu'elle faisait à la télé. Et elle a ouvert la voie à d'autres actrices qui, depuis, ont fait des shows. Elle a ouvert la voie, à mon avis, à toutes les actrices qui chantent, à toutes les actrices chanteuses. Elle a été une pionnière aussi dans ce domaine. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un qu'elle a rencontré un jour qui débarque chez elle tout timide, c'est Serge Gainsbourg. Il est à l'époque, il n'est pas connu comme aujourd'hui. Il a écrit des chansons pour les Yéyés, pour France Gall et autres, mais il a une idée pour Brigitte Bardot.
Et je crois que il lui propose timidement une chanson qui va devenir un succès et même un classique. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. L'image de Bardot sur une moto, elle est mythique, hein, François Elle est Bagnon. mythique, moi je ne m'en lasse pas. Le clip, je le regarde régulièrement et à chaque fois que je le vois, je me revois adolescent avec les mois que j'avais eus. Mais c'est vrai que cette chanson, elle est... souvent, je me demande comment Gainsbourg a eu l'idée de faire chanter Brigitte sur une moto, elle qui fait pas de moto. La rencontre Bardot-Gainsbourg, bah oui, ça fait partie des belles rencontres de Brigitte parce que j'ai déjà collaboré à des livres sur Bardot-Gainsbourg et à chaque fois, elle acceptait d'en parler et à chaque fois, elle était émue quand elle parlait de Serge Gainsbourg. Oui, alors il se trouve que Harley Davidson, il faut le savoir, parce qu'on a un peu oublié, c'est une marque qui est née en 1903, qui a été la seule marque qui a survécu à la crise de 1929. Et c'est les premières motos, il y avait une courroie et des pédales permettant de faire démarrer la moto comme une bicyclette, et le freinage se faisait par rétropédalage. Bah là, vous m'en apprenez parce que moi, je suis pas spécialiste du tout des motos, cher Jacques. Bardot non plus, mais, Non. mais il faut savoir que, peu soit pour ce show, la chanson ou autre chose, elle a toujours beaucoup travaillé, énormément travaillé. Alors là, on peut critiquer Brigitte sur plein de choses, mais sur son professionnalisme, tous les gens qui ont travaillé avec elle le reconnaissent. Hein. Brigitte était très très professionnelle, elle savait ses répliques, elle préparait les chansons. Bon, les chansons c'était très marrant parce que Claude Bolling, par exemple, au départ, son entourage lui disait mais ma Bri, tu chantes, t'es Brigitte Bardot, tu chantes. Et Claude Bolling, Jean-Max Rivière et toute l'équipe disaient non. Si elle chante, il faut que ça soit impeccable. Et Brigitte disait oui, et elle s'appliquait. De la même manière que quand j'ai collaboré avec elle avec ses livres, elle s'appliquait, elle cherchait le bon mot, elle voulait aller à la perfection si c'était possible. Mais je crois qu'elle a travaillé pendant 1 an sur ses chansons avant de faire le show. C'est pas n'importe quoi. Ah ben elle répétait. Ah non, elle répétait beaucoup. Elle voulait. Brigitte, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle dit autant le faire bien. Si on fait quelque chose, on le fait bien, mais on ne fait pas de l'amateurisme. Alors, il se trouve que l'histoire d'amour avec Gainsbourg, elle a toujours dit que c'était une des plus importantes de sa vie. Malheureusement, il y a eu un problème à la suite de cette chanson. Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. Alors, ce disque a été enregistré avant que Jane Birkin et Serge Gainsbourg créent leur version qui a fait scandale au Vatican. Et ça a été fait, je crois, dans un studio où ils étaient main dans la main. Un studio, on était à huis clos. Oui. C'était le monsieur qui je sais plus comment s'appelle, le réalisateur du studio l'a raconté. Il y avait une ambiance très 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 pesante, très érotique, on sentait que ces deux-là s'aimaient vraiment et on sentait qu'en fait ils chantaient un peu leur amour dans cette chanson. Mais cette chanson, elle a été composée vraiment pour Brigitte Bardot. Et d'ailleurs, j'adore Jane Birkin et j'adore la version de Birkin, mais quand on écoute les deux versions, j'ai quand même une préférence pour la version avec Brigitte Bardot, qui est d'un autre ton. Mais le problème, c'est que quand le disque a été terminé, elle a écrit à la maison de disques en exigeant qu'il ne sorte pas. Elle a écrit parce qu'elle a eu la pression de son mari. Elle était mariée à l'époque avec Gunther Sachs, un playboy milliardaire, et qui lui avait dit si tu sors cette chanson, c'est le divorce. Et Brigitte, c'est très paradoxal parce que Brigitte a vécu une passion d'amour de quelques mois avec Gainsbourg, mais d'un autre côté, on sent qu'elle était quand même admirative et amoureuse aussi de son mari Gunther Sachs. Je crois qu'elle n'a jamais pu choisir. Là, c'est un cas de figure où finalement on dit qu'elle n'a pas choisi, mais elle a quand même choisi. Oui. Puisque quand elle est partie tourner début janvier 68, elle est partie tourner Chalaco. C'est là qu'elle a quitté Gainsbourg. Et moi, je lui ai demandé, quand j'ai collaboré avec elle sur Bardot-Gainsbourg, je lui ai dit, mais pourquoi as-tu quitté Gainsbourg? Et elle m'a dit, parce que c'était une passion tellement forte qui allait s'abîmer dans l'habitude. Et elle dit, je voulais rester sur cette passion d'amour parce que je pense que ça n'aurait pas été possible de vivre une vie quotidienne et de rester dans les habitudes avec Gainsbourg.
c'était une passion qu'elle avait sublimée, en fait. Oui, et d'ailleurs, je crois qu'ils ont échangé leur sang avant de se quitter. Oui, c'était très romantique. Oui. Ça, quand je l'ai lu dans les mémoires que je travaillais dessus, je lui ai dit, mais c'est vraiment vrai. Elle dit, oui, on a fait ça. Donc, on était en plein dans le romantisme fougueux. C'était drôle quand même de lire ça. Oui, alors il se trouve qu'elle avait épousé Günther Sachs, qu'elle avait rencontré un soir à Saint-Tropez. On peut pas dire que c'était quelqu'un de fidèle. Alors là, non. C'est bien pour ça que Brigitte n'a jamais eu de scrupule de le tromper avec Gainsbourg, parce que Günther Sachs était un playboy, qui papillonnait apparemment, mais c'est arrivé, elle l'a raconté dans ses mémoires. Elle s'est aperçue qu'elle avait été trompée. Alors 1 fois, 2 fois, je ne sais pas. Mais elle lui a rendu la monnaie de sa pièce, entre guillemets. Ah oui. Mais elle ne l'a pas cherché. Elle n'a pas dit, tiens, je vais le tromper avec Gainsbourg. C'est que je pense qu'elle a eu vraiment un coup de foudre pour Gainsbourg. Oui, mais Günther Sachs, elle l'a épousé à Las Vegas, presque contre son gré. Elle a hésité avant de l'épouser. Elle sentait les choses. C'est-à-dire qu'elle a compris tout de suite. Elle a bien vu que c'était un playboy, elle a bien vu. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, elle ne me l'a pas vraiment expliqué. Elle était fascinée par cet homme qui lui faisait découvrir un peu la fête, la folie. Elle aimait ça, Brigitte, à l'époque. Elle aimait qu'on la rende joyeuse, qu'on l'emmène en terre inconnue. Donc, elle l'a suivi. Après, peut-être qu'elle s'est dit, quand elle est rentrée à Paris, qu'il a voulu l'emmener dans son appartement avenue Foch, elle a dit, oh là là, mais c'est pas mon truc du tout. Moi, je veux rester dans ma madrague. Quand Brigitte a créé sa fondation et après, Günther était infidèle de sa fondation. Il lui envoyait régulièrement tous les ans un joli chèque et elle parlait de lui à la fin de sa vie comme d'un seigneur. Elle a gardé des très bons contacts avec Günther. Je me rappelle que en 2006, pour l'anniversaire de la fondation, il était venu et c'était très émouvant de les voir tous les deux. On sentait qu'il y avait, je ne sais pas si c'était encore de l'amour, mais de la complicité. Alors la Fondation, comme d'autres sujets et les causes qu'elle défend, on va les évoquer à travers une autre date, le 4 juin 1964. A tout de suite sur Sud Radio avec François Bagnot pour parler de Brigitte Bardot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Bagnot, fidèle de Brigitte Bardot. Vous lui consacrez un livre, Inoubliable bébé, avec Alain Vodraska à l'Archipel, on va l'évoquer tout à l'heure. Mais on en revient justement à Brigitte, encore une fois, que vous connaissez depuis tellement d'années, et à une date importante qui est le 4 juin 1964. Écoutez. Alors, je sais qu'en général, les appels lancés à la télévision n'ont jamais été sans réponse. C'est pourquoi je vous demande à tous aujourd'hui de faire le maximum de vos possibilités pour venir en aide à Joséphine Baker. Et voilà, elle est la première à défendre Joséphine Baker, qu'on n'imagine pas du tout à l'époque au Panthéon. Alors, elle a été émue par la destinée de Joséphine Baker, qui était expulsée de son beau château d'Émilandes en Périgord. Parce qu'elle était criblée de dettes. D'abord, elle donnait tout à ses enfants. Chaque fois qu'elle faisait un voyage, elle ramenait un enfant. Déjà, et puis elle a eu beaucoup de dettes parce qu'apparemment, il y a eu des petits problèmes là dans les factures. Enfin, j'ai lu ça, vous devez le savoir mieux que moi. Et apparemment... Non, mais elle ne faisait absolument pas ses comptes, elle s'en foutait complètement. Voilà, elle ne faisait pas ses comptes, elle vérifiait rien, donc elle s'est laissée un peu dépasser par les dépenses. Et même avoir, oui. Et même avoir, ce qui fait elle allait être expulsée. Et Brigitte qui a été émue, et j'aime bien entendre cet extrait parce qu'elle me touche beaucoup. On la sent vraiment désespérée et sincère pour cet appel. Et elle a lancé un appel qui a porté ses fruits parce que de nombreuses personnalités, dont la princesse Grace de Monaco, ont répondu à l'appel. D'autres personnes célèbres, le public également, mais ça n'a pas suffi, malheureusement, pour sauver les Milandes et Joséphine Baker a dû être expulsée. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que Grace Kelly connaissait Joséphine Baker parce qu'un soir, alors qu'elle est comédienne à Hollywood, elle voit débarquer Joséphine Baker dans un restaurant et parce qu'elle était noire, on ne l'a pas servie. Et elle a fait scandale. Oui, j'ai lu cette anecdote. C'était incroyable à l'époque. C'était fou, hein. Oui. Et Joséphine, en fait, elle a été expulsée des Milandes. Mais ce que j'ai appris depuis et récemment, c'est que le propriétaire à l'époque l'a fait expulser sans autorisation. Elle s'est faite avoir encore une fois. Elle aurait pu rester encore, il y avait un appel. Mais ce propriétaire qui en plus ensuite s'est comporté très mal vis-à-vis des Milandes, qui sont aujourd'hui repris par des gens beaucoup plus sérieux comme Angélique Delabarre, il a expulsé Joséphine du jour au lendemain avec ses gardes du corps. Ah, ça je ne savais pas. Je savais, je revois la célèbre photo où elle est assise sur son escalier de cuisine, là,
toute misérable. Mais non, Brigitte a toujours eu beaucoup d'affection pour Joséphine Baker. Alors, ces combats aussi ont commencé avec les bébés phoques, et c'est vrai qu'un jour, quand elle voit à la télévision Brigitte Bardot un reportage sur le massacre des bébés phoques, là, elle décide de prendre plus que leur défense. Ah bah ça a commencé, moi je vous dis, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à la manifestation contre le massacre des bébés phoques en avril 1976 devant l'ambassade de Norvège. Et c'est 1 an plus tard qu'elle va décider d'aller sur la banquise. Mais elle était déjà informée. Elle avait même reçu une lettre de Marguerite Yourcenar et on a appris après qu'elle ne l'avait pas eue, cette lettre, qui l'informait déjà du massacre des bébés phoques. C'est fou ça. Et il se trouve donc qu'elle part sur la banquise, il y a des images Terre-Neuve, et elle va même ramener un phoque chez elle à la Madrague. Non, elle l'a eu après. Après. C'est après, oui, on lui a rapporté un phoque qui s'était échoué en Normandie. Je crois que c'est celui-là. Il s'appelait Chouchou. Oui. Le fameux Chouchou qu'elle a élevé, qu'elle a élevé à Bazoches, mais qu'elle a dû forcément remettre un moment en liberté. Il se trouve qu'elle devient la madone des bébés phoques. D'ailleurs, je crois qu'on l'a surnommée bébé phoque à Saint-Tropez à cette époque. C'était. Ça peut paraître rigolo, mais elle, je pense que ça ne la faisait pas rire du tout. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas sur les phoques, c'est qu'il peut détecter des mouvements dans l'eau à 100 mètres de distance. C'est comme ça qu'il attrape ses poissons. Et puis, avec ses moustaches, il peut parfaitement estimer la taille du poisson ou de l'humain qu'il a en face de lui. Ah, ça, je ne savais pas. Je savais que les dauphins avaient de grandes possibilités comme ça de repérage, mais les bébés phoques, je ne savais pas. Voilà. Enfin, les phoques, je ne savais pas. Alors, c'est à partir de ce moment-là, à 40 ans, je crois, qu'elle a décidé de consacrer sa vie aux animaux. Et ça a été vraiment un combat. Peu de gens y ont cru, mais elle s'y est tenue jusqu'à aujourd'hui. Non seulement peu de gens y ont cru, mais même quand elle est rentrée de la banquise au Canada, la presse française l'a démolie. Il y a des images d'elle où elle est au bord des larmes parce qu'elle pense que quand elle va rentrer, non pas qu'on va l'encenser, mais on va reconnaître la vérité de son combat. Et là, elle a été démolie par la presse française qui l'accusait de vouloir faire encore sa publicité. Elle a été très meurtrie par ce retour de la banquise. Oui, mais c'est ça qui l'a confortée aussi dans l'idée que sa vraie vie, c'était pour défendre les animaux. Et c'est vraiment né le jour où elle a rencontré cette chèvre et sauvé cette chèvre. Là, elle tournait un film qui s'appelait L'histoire très bonne et très joyeuse de Colline sur chemise dans le Périgord, qu'elle avait accepté. C'était un rôle secondaire qu'elle avait accepté par amitié pour Nina Companès. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais aimé les films en costume. Donc déjà, quand elle s'est vue en costume du Moyen-Âge, elle disait « Mais qu'est-ce que j'ai l'air ridicule ?» Et l'histoire de cette chèvre qu'elle a sauvée d'un méchoui, tout ça était un déclic pour déjà dire « J'arrête le cinéma ». Les gens, personne ne croyait que c'était vrai. Ouais, tout le monde pensait que c'était encore un caprice de star ou pour se faire de la pub et tout. Non, Brigitte, quand elle décide quelque chose, ça c'est vrai, elle s'y tient. La plupart du temps, elle s'y tient. Et après, elle s'est engagée pour les animaux très concrètement. Ah oui, mais elle a tout fait, alors y compris à la télévision, où il y a notamment, je crois, une série de 12 documentaires qui est passée dans les années 90, SOS Animaux, qui ont été suivis par 7 millions de personnes dans la deuxième partie de soirée. C'était un très grand succès. Quand elle a créé sa fondation, en 86, elle s'est installée à Paris en 89. Elle avait rencontré à l'époque deux jeunes, Roland Coutas et Jean-Louis Rémilleux, qui après ont fait carrière. Et lui ont proposé donc de produire et de réaliser une série d'émissions. Moi, j'ai assisté à quelques tournages. C'était vraiment, je peux vous dire qu'elle connaissait son sujet. Elle avait potassé à chaque fois les sujets différents. Et ça a été les premières grosses émissions consacrées aux animaux qui ont eu un succès grâce à Brigitte Bardot, il faut bien le dire, mais international. Et comment est venue l'idée de la fondation Brigitte Bardot, François Bagnot ? Alors, l'idée de la fondation, c'est lui venue déjà en 76, quand elle a commencé à voir qu'il fallait non seulement défendre les animaux, mais il fallait un porte-parole. Et comme elle savait qu'elle avait un nom célèbre dans le monde entier, elle s'est dit, non seulement je vais être un porte-parole, mais je vais créer une fondation. Elle a créé une première fondation en 76, qu'elle a vite arrêtée au bout de quelques mois avec Paul-Émile Victor. Et elle s'est aperçue très vite que l'argent qui arrivait à flot par les Français, les adhérents, passait dans des achats de statues pour le hall, passait pour éponger les dettes de la fondation de Paul-Émile Victor. Donc elle a arrêté très très vite, elle a remboursé elle-même tous les adhérents.
Et elle a attendu d'être plus aguerrie, de comprendre comment fonctionnait une fondation. Et 10 ans après, en 86, là, elle était prête et elle a créé sa fondation actuelle. Oui, on peut dire qu'il y a eu un froid avec l'homme qui était sur la banquise, justement, Paul-Émile Victor. Mais alors, il se trouve que cette fondation, ça a commencé pour avoir de l'argent, qu'il fallait de l'argent. Oui. Elle a fait une vente aux enchères qui a été suivie par 14 télévisions ce jour-là. Ah bah c'est la fameuse vente aux enchères en 87. Bah, elle a vendu, en fait, ses bijoux, plein de robes, plein de choses lui ont appartenu pour arriver à... Elle voulait une fondation qui soit une fondation et non pas une association. Donc il fallait pour avoir le titre de fondation, il fallait un certain... Mais 3 millions de francs. Voilà, il fallait un certain pactole. Donc elle a vendu. Moi je sais que j'étais dans la salle ce jour-là et c'était vraiment de la folie. Il y avait vraiment un enthousiasme et Brigitte était extrêmement heureuse parce que ça a été une grande réussite et elle a pu créer sa fondation et surtout il fallait surtout de l'argent pour qu'elle puisse être reconnue d'utilité publique. Voilà. Et le 21 février 92, elle est reconnue d'utilité publique, ça veut dire qu'elle ne donne plus 75% à l'État. Et puis elle peut percevoir des dons. La reconnaissance d'utilité publique est importante pour une fondation. Et je crois que Brigitte Bardot avec la fondation a appris un nouveau métier, un conseil d'administration, la comptabilité, enfin des tas de choses. Alors ça c'était son grand problème parce qu'à chaque fois qu'il y avait le conseil d'administration, elle devait monter à Paris pour présider le conseil d'administration. Mais elle, tous ces trucs-là, c'est de l'administratif. Elle veut du concret. Elle veut que l'argent qui est engrangé par sa fondation serve concrètement. Donc, elle y allait, elle présidait, mais... Maintenant, elle ne monte plus à Paris, mais c'est tous les trucs administratifs, elle se déchargeait sur les gens de sa fondation. Oui, elle a une équipe formidable aujourd'hui qui travaille, et on voit que la fondation... Elle a un essor incroyable dans le monde entier. Voilà, elle a été une pionnière aussi dans ce domaine-là. Ah ben je trouve que elle le dit, c'est ma plus grande fierté et c'est la plus grande réussite de ma vie. Ça passe pour elle bien au-delà de sa réussite au cinéma. Mais c'est sa grande fierté et ce qu'elle voudrait, et elle fait tout pour, c'est que ça perdure longtemps. Voilà. Mais d'ailleurs, elle a tout donné à la fondation. La Madrague, la maison de Bazoches. Alors, elle a donné la Madrague d'abord en 92, elle a donné Bazoches en 2006. Ce sont des dons, des donations. Elle a voulu donner la Garrigue. Malheureusement, ça n'a pas pu être pris par le conseil d'administration parce qu'il y avait des problèmes. Elle ne pouvait pas en faire un refuge. Enfin, elle ne pouvait pas en faire un refuge. Il y avait des problèmes d'accès. Donc, ça a été... C'est resté pour Brigitte. Alors, il se trouve aussi qu'il y a ces mémoires, Initiales bébé, qui ont été traduits en 28 langues, qu'elle a écrit elle-même, ce qui est assez rare. On en a la preuve, parce que il y a des gens, comme j'ai collaboré à ces mémoires, il y a des fois des admirateurs ou même des journalistes qui me disaient oui, c'est vous qui les avez écrits avec elle. J'ai dit mais pas du tout. Moi, je n'ai été que la petite main qui est tapée à la machine et qui est mise en page, en chapitrage, c'est tout. Elle l'a écrit et elle conserve dans un coffre. On a l'intégralité des mémoires de Brigitte Bardot. Alors c'est un paquet haut comme ça, écrit à la main sur du papier brouillon, parce que Brigitte écrivait sur les lettres qu'elle reçoit, elle les retournait et elle écrivait de sa belle écriture bleue. Et moi, je sais que j'ai tapé, que ça soit l'initiale bébé et le carré de Pluton. J'ai passé vraiment beaucoup d'heures à taper ces mémoires. Mais moi, je n'ai fait que ça, soyons très modestes. On m'a affublé du titre de conseiller littéraire. C'est le PDG de Fasquelle qui a dit vous serez son conseiller littéraire, parce que Brigitte ne voulait plus discuter. Une fois qu'elle avait donné son manuscrit, elle voulait pas relire ses épreuves, elle voulait rien retravailler. C'était la croix à la bannière pour lui faire changer un mot. Donc elle m'avait dit je te délègue, tu changes s'il faut changer un mot. Mais elle avait fait sur ses mémoires, elle avait fait un contrat où elle voulait, et moi qui étais novice à l'époque, elle avait fait un contrat où elle disait je ne veux pas qu'on change une virgule. Et moi, je me battais avec les correcteurs. Non, on peut pas enlever ça. Alors qu'après, j'ai pris un peu plus d'assurance. Je voyais quand on pouvait enlever ou pas des choses. Alors, il y a eu, parmi les récompenses de ce livre, le prix Paul Léoto. Oui. Et c'est symbolique parce que Paul Léoto avait des chats qu'il recueillait. Il venait à Paris travailler tous les jours, il était critique. Il repartait ensuite chez lui, à côté de Paris, pour envoyer la nourriture à ses chats à midi. Ah, c'est incroyable. C'est vrai, ça lui a fait plaisir, le prix Paul Léoto. Oui, elle, c'était un prix justement symbolique parce que c'était le prix Paul Léoto, mais parce qu'elle a été le recevoir, je l'ai accompagnée dans un bel hôtel particulier avec beaucoup de presse et elle était très fière d'avoir un prix. Mais comment a-t-elle pu faire ses livres et se souvenir de tant de choses avec autant de précision, François Bagnot? Alors ça m'a toujours épaté. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Souvent, elle aimait bien
que je sois près d'elle sans être près d'elle. C'est-à-dire, fallait être là, parce qu'elle voulait sentir une présence, mais fallait pas la perturber quand elle écrivait, notamment pour le carré de Pluton. Zia le bébé, elle l'avait écrit un petit peu avant, mais le carré de Pluton, elle l'a vraiment écrit la plus grande partie. Et par moment, elle arrivait vers moi, elle dit, bon, viens, on va se balader, parce qu'il y a un mot que je trouve pas. Il faut que je le trouve, il va me revenir. Et en se baladant, il lui revenait. Elle s'arrêtait d'écrire quand elle trouvait pas le mot exact. Et souvent, je lui donnais plein de synonymes. Je disais, non, c'est pas ce mot-là. Elle a vraiment travaillé, vraiment, je dirais, comme un écrivain qui conçoit une œuvre littéraire. Et pour la mémoire, j'étais épaté moi-même parce qu'il y a des fois, alors, elle s'est trompée une fois ou deux, je l'ai reprise, bon, sur une date ou deux, mais c'est rien, sur 600 pages. Elle avait le souvenir. Et moi, elle me disait, quand j'écris, je me replace dans le contexte de l'époque, je me revois sur le tournage, je me revois dans le conflit, dans Amoureuse Intel. Et elle dit, je revois tout, je ressens les odeurs. Elle écrivait, elle se replongeait dedans. Et ça, c'est incroyable, elle me le disait souvent. Et des fois, après avoir écrit, quand on était tous les deux, par exemple, qu'on dînait, elle me disait « Oh là là, je suis toujours là-bas, je suis toujours dans cette scène et tout, j'arrive pas à m'en défaire. » Et elle écrivait. Et moi, je l'ai vu écrire, je peux témoigner que Brigitte Bardot a écrit intégralement ses livres. Eh bien, on vous croit, et puis Bardot, on va continuer à en parler à travers votre livre et la date du 12 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec François Bagnot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Bagnot, fidèle ami et complice de Brigitte Bardot. Donc, on a beaucoup parlé d'elle, vous la connaissez par cœur, et vous publiez avec Alain Vodrowska un livre, Inoubliable bébé, à l'archipel, qui est sorti le 12 septembre 2024, je dirais quelques jours avant ce 90e anniversaire dont elle ne veut absolument pas parler, je crois. Elle s'en fiche complètement. Alors, bon, moi je lui ai passé récemment quelques interviews par écrit où on lui pose toujours la question, alors qu'allez-vous faire pour votre anniversaire? Et les réponses qu'elle donne, c'est « Ah, mon anniversaire, je m'en moque, ne m'en parlez pas, c'est un jour comme un autre. » Moi j'ai passé quelques anniversaires avec Brigitte et ce jour-là, elle n'est pas bien. Voilà. Elle n'aime pas l'anniversaire et Dieu sait qu'elle reçoit des témoignages d'amour du monde entier. Elle est touchée, elle est émue aux larmes, mais je sais pas, moi je suis un peu comme elle. De toute façon, les anniversaires, bon, moi j'aime pas non plus, mais elle, je sens qu'elle est pas bien ces jours-là. En tout cas, votre livre, il est très bien parce que non seulement on vous racontez Brigitte, sa carrière qu'on connaît, mais surtout, il y a des photos inédites qu'elle a légendées. Pourquoi ce livre et comment vous avez récupéré ces photos, François Bagnot? Alors les photos, il y en a qui viennent bien sûr obligatoirement d'agence, il y en a qui viennent de ma collection personnelle, il y en a qui viennent de la collection privée de Brigitte Bardot, notamment les photos d'enfance. Et puis, quand je coécris ou que je collabore à un livre, c'est toujours, j'ai collaboré à 27 livres sur Brigitte Bardot pour l'instant, c'est toujours en accord avec l'autorisation de Brigitte et elle a toujours un contrat. Donc, quand c'est possible qu'elle collabore, souvent par des témoignages ou par des légendes, quand c'est moi qui lui demande, elle le fait toujours avec plaisir. Et comme ce livre, je lui avais dit, ça sera un livre abondamment illustré, avec des documents, des photos, des couvertures de magazines, des couvertures de pochettes de 45 tours. Elle m'avait dit, je veux que ce soit un livre rigolo, un livre plein de couleurs, plein de joie de vivre. Et c'est absolument ce qu'on a fait. Et elle a légendé. Je lui envoyais les photos à légender. Elle légendait celles qu'elle voulait. Il y en a d'autres qu'elle n'avait pas envie de légender. Elle ne les légendait pas. Puis voilà. Mais elle a toujours des légendes très, très, très caustiques, très piquantes, très belles. Elle rend des hommages à des belles personnalités dans le livre. Oui. Et moi, je suis toujours très content quand elle accepte de collaborer à un livre. Alors, ce qui est étonnant aussi, il y a l'humour, mais il y a la tendresse. Oh, il y a beaucoup. Les photos de l'enfance à Louvciennes, qu'on connaît peu. Et je crois que ça a été une partie très heureuse de sa vie, de ses jeunes années. Ah bah Louvciennes, oui, Louvciennes, les vacances chez Mémé Bardot, Louvciennes. Moi, je suis allé une fois à Louvciennes, même pas avec Brigitte, avec Mijanou. Et c'est vrai que c'est avec sa sœur Mijanou. Et c'est vrai que c'est un havre de paix aussi. Et elle aimait déjà la nature. Elle était heureuse que dans la nature, que dans les balades à Louvciennes, les balades à Saint-Tropez, au Canet. Enfin, on la sentait déjà petite, proche. C'est pas pour faire un cliché, mais proche des animaux de la nature. Il se trouve qu'en plus, Louvciennes, sa maison était à côté de celle de Pierre Lazareff et Hélène Lazareff. Non, je savais pas. Qui faisait tous les dimanches une fête avec l'Auto Paris. Voilà. Ça, je savais pas du tout.
Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. Oui. Alors, c'est aussi à Louvciennes, je crois qu'elle a épousé Jacques Charrier. Et oui. Et elle avait rencontré pendant le tournage de Babette s'en va en guerre. Ah bah Jacques Charrier, comme dit Brigitte, oui, je tombais souvent amoureuse de mes partenaires. Il suffisait qu'ils soient beaux, gentils, agréables à vivre et tout. Elle tombait amoureuse, malheureusement. Ça a été une grande amoureuse. Mais c'était une amoureuse aussi amoureuse de l'amour. Et quand Brigitte rencontrait quelqu'un, bien sûr, il y avait une attirance, comme tout à chacun. Mais elle m'a dit à chaque fois, je croyais que c'était le bon. Elle y croyait vraiment, elle entrait dans la relation, mais vraiment avec la certitude que ça y est, elle avait trouvé l'homme de sa vie. Et puis, non, le dernier homme de sa vie, c'est celui actuel depuis 92. Oui. Mais voilà, lui, c'est un bail maintenant. Bernard Dormal. Mais moi, je lui demandais, mais j'ai dit, mais tu tombais vraiment amoureux? Ah, elle dit à chaque fois, j'y croyais. Puis après, j'étais déçu parce qu'il se passait ça, parce que Alors, il se trouve en plus, Francis Blanche était son partenaire, et j'ai trouvé une interview de télévision où Francis Blanche, désespéré, dit « Je n'ai pas eu d'histoire avec Brigitte Bardot », avec humour bien sûr. Et quelqu'un d'autre, elle l'a dit, c'est que Johnny Hallyday, j'ai rien eu parce que c'était pas son type d'homme. Non. C'est incroyable, même moi j'ai eu du mal parce que Johnny, on l'a rencontré quand à Saint-Tropez dans les années 90. Il adorait Brigitte, il a toujours adoré Brigitte, et Brigitte adore Johnny Hallyday. Et moi, je lui ai posé la question indiscrète quand Johnny, on le voyait à Saint-Tropez. Je disais, alors, t'as jamais eu dit non, ça s'est jamais fait. C'était pas mon type d'homme du tout. Ce qui est incroyable. Alors, comme Delon, voilà. C'était pas ces types d'hommes. Or, je trouvais c'était des garçons magnifiques, talentueux. Alors, il se trouve aussi que je pense que si elle n'avait pas été comédienne, elle aurait été danseuse. Il y a des photos dans votre livre. Oui. Et vraiment, c'est sa passion. Depuis l'enfance. Danser, de toute façon, danser, oui. Elle, c'était la danse classique. Je crois vraiment qu'elle était douée, qu'elle aimait ça. Elle aimait la discipline que lui imposait la danse. Et vous savez que le port de tête de Brigitte Bardot, il est venu des cours de danse. Cette façon de se tenir droite comme ça. Et la discipline imposée par les cours, elle l'a gardée toute sa vie. Brigitte est une femme qui s'autodiscipline. Par exemple, quand elle est pas bien, qu'elle est malade. Moi, je l'ai vue à Bazoches, pas bien, avec 39 de fièvre et tout. Elle était debout à son bureau et elle me disait, non, je ne vais pas rester au lit. Je disais, mais va te coucher, repose-toi. Non, il faut faut combattre le mal par le mal. Et je trouve que elle a une force de vie, une force de caractère que moi j'admire, qui est extraordinaire. Et dans ce livre, François Bayrou, il y a une photo étonnante sur une croisière, un bateau de croisière, le De Grasse, où elle a dansé pendant 15 jours. Ça, personne n'en a jamais parlé. Oui, c'est De Grasse, non, parce que c'était un petit contrat qu'on lui avait donné quand elle était plutôt mannequin. Et elle avait fait ses petits costumes elle-même, ses chorégraphies. Elle devait être mignonne. Quand on voit les photos, c'était vraiment mignonne. Elle a eu beaucoup de succès d'ailleurs dans cette petite croisière. Il se trouve aussi que vous évoquez ses débuts au théâtre et ses adieux au théâtre en même temps. Ses débuts, ses adieux, oui. L'invitation au château, oui. Ça a duré 3 mois, ça l'a pas vraiment intéressée. Moi, je crois que c'était trop répétitif pour elle. Elle avait l'impression, moi elle m'a dit un jour, j'avais l'impression d'aller au bureau. Tous les soirs, il fallait aller au théâtre, répéter, même si sur scène, elle se sentait pas trop mal. Mais un jour, elle a raté carrément, elle a sauté carrément presque un acte entier. Et là, elle s'est dit non, je suis pas faite pour faire du théâtre. Vous savez qu'elle a eu des propositions pendant sa carrière. Elle a failli jouer, notamment avec Samy Frey, je crois. Elle a eu 2-3 propositions comme ça, dont certaines ont été étudiées, ont été jusque presque aux répétitions, mais elle a jamais fait de théâtre. D'ailleurs, justement, elle a failli revenir au cinéma parce qu'on ne le sait pas assez. Oui. Et Brigitte Bardot a beaucoup lu, était une grande lectrice, elle est très cultivée. Et Belle du Seigneur, elle a failli le tourner. Elle a failli, c'est-à-dire que c'est un projet qu'elle voulait faire, mais on lui a proposé alors qu'elle avait abandonné le cinéma. Donc, ça a failli se monter. Ça a failli se monter, mais ça ne s'est pas fait parce que je ne sais plus exactement, j'en ai pas parlé avec elle, mais on n'en a pas trop parlé. Je crois, on ne s'est pas trop étendu sur les mémoires là-dessus, dans le carré de Pluton. Mais non, elle ne voulait plus. Je pense qu'elle avait tiré un trait définitif. Et vous savez que même du point de vue les Américains, on continue à lui proposer des choses. On lui a même proposé des participations dans des dynasties, par exemple, la série Dynastie, des guest stars comme ça, où elle aurait touché des millions de dollars. Mais non, elle ne voulait pas.
Elle préfère s'occuper des animaux et vivre tranquillement. Elle était rentrée dans une vie qui lui correspondait mieux et elle ne se voyait pas retournant dans les paillettes. Moi, je me souviens, pour montrer combien le showbiz, elle s'en était écartée, quand on a sorti les mémoires, évidemment, elle était invitée partout à venir les présenter, que ça soit en Allemagne, mais même aux États-Unis. On lui avait proposé de venir ouvrir la cérémonie des Oscars. On lui envoyait un Concorde, elle venait avec qui elle voulait. Moi, je trépignais, dit Brigitte, oui, il faut accepter de rendre compte des États-Unis. Et puis elle me disait, mais tu me vois aux USA ? Tu me vois aux USA avec toutes ces actrices hyper lookées en robe du soir. Elle dit, tu m'as vu comment je suis là, avec mes bottes et mon jean ? Je vais aller aux USA. Elle dit, non, on n'ira pas. Donc elle a tout refusé. J'arrêtais pas à l'époque de faire des fax. Il n'y avait pas de mail. Enfin, moi, je travaillais pas par mail. Je crois qu'il n'y en avait pas. Des fax pour dire non, Mme Bardot est désolée, mais refuse. Et moi, j'étais triste. Voilà. Il y a quand même eu une émeute qu'elle a provoquée aux États-Unis à la sortie d'un film dont la chanson est archi connue. De deux choses l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours Jeanne Moreau et Brigitte Bardot, les petites femmes de Paris, Paris. Les films Viva Maria, qui a été aussi une aventure incroyable. Ah ben Viva Maria, ça reste, moi je trouve, un joli grand film de Brigitte Bardot, parce que le duo avec Jeanne Moreau était peut-être improbable, parce qu'on voulait associer, Loumal voulait associer Jeanne Moreau, qu'il connaissait très bien, avec Brigitte Bardot, qui connaissait aussi très bien, puisqu'il lui avait fait tourner Vie privée. Et il avait dit, ça va être deux fortes personnalités qui vont se rencontrer. Et même les journalistes attendaient que ça explose. Puis en fait, ça n'a pas explosé. Et moi, je trouve qu'elles se complètent très bien. Elles sont magnifiques toutes les deux, autant Jeanne que Brigitte. Et le tournage a été très difficile. Je crois que dans ses mémoires, elle raconte que certains jours, elle était obligée de se laver les dents au Coca-Cola. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions apparemment sanitaires qui ne devaient pas être terribles. Et puis, il y avait des maladies. Elles sont tombées malades toutes les deux à tour de rôle. Enfin, c'était un grand problème pour le réalisateur d'arriver à les réunir au début, toutes les deux. Elles ont eu du mal à s'habituer au climat. Et quand je parle de l'émeute, justement, c'est lorsqu'il y a eu la projection aux États-Unis. Jeanne Moreau n'est pas venue, Brigitte est venue. Et ça a été une véritable émeute. Ah ben là, elle a été reçue. Et quand vous regardez les photos, ils avaient transformé Brigitte à un moment donné en star hollywoodienne. C'était quand elle est venue à la première. Elle était coiffée comme une star, avec à l'époque un manteau de fourrure, du lamé et tout. Elle s'est pas reconnue d'ailleurs. Et ça a été une émeute dont elle garde un mauvais souvenir, parce qu'elle a eu un flash qui lui a abîmé l'œil. Et il y avait trop de monde. Elle a joué le jeu, parce que Brigitte, rappelez-vous, quand elle est arrivée aussi au Festival de Cannes au bras de Günther Sack, elle voulait pas y aller. Oui. Elle y a été quasiment contrainte par Günther. Et elle a dit, dès l'instant que j'avais accepté, j'allais jusqu'au bout. Et quand on regarde cette séquence où elle arrive entourée d'une foule qui crie avec les policiers et tout, elle était terrorisée, elle voulait être ailleurs et elle sourit en permanence. Elle joue le jeu. Mais elle l'a jamais refait. Elle a aussi beaucoup d'humour, parce que je crois qu'on lui a posé des questions totalement idiotes ce jour-là à New York. Elle a répondu de façon tout aussi idiote volontairement. Elle a répondu idiote, mais c'est resté des répliques cultes. On lui a demandé quel a été son premier cachet. Elle a répondu un cachet d'aspirine. C'est extraordinaire. Oui, mais tout est comme ça. Parce qu'elle a beaucoup d'humour, Brigitte Bardot. On ne le sait pas. Je lui ai consacré un livre d'humour. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelait. Il y a eu 2 livres, Répliques épiques. Déjà chez l'Archipel, et puis du Tac au Tac, où j'ai eu l'idée un jour, en parlant avec elle, de référencer tous les bons mots qu'elle avait fait, parce que je trouvais qu'elle avait des réparties qui me plaisaient bien. Et puis c'est des livres qu'elle adore. Elle les relit, de temps en temps elle rigole, parce qu'elle dit, je me rappelle plus que j'avais dit ça. Tiens, j'avais dit ça. Quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, c'était le général de Gaulle, et elle a fait scandale en arrivant un jour, parce qu'elle admirait de Gaulle, à l'Élysée en pantalon. À l'époque, une femme invitée à l'Élysée ne pouvait se présenter qu'en robe ou qu'en tailleur. Et elle a dit, moi je vais venir habillée comme je suis. Et à l'époque, Pompidou, qu'elle connaissait bien, elle savait pas quoi mettre. Et Pompidou lui dit, venez comme vous êtes très belle, chère Brigitte. Elle dit, s'il faut venir comme je suis. Elle portait à l'époque ce genre de vêtements. Elle portait aussi des costumes à col Mao et tout. Elle est venue en brandebourg. Et c'est vrai que c'est une photo mythique. L'arrivée de Brigitte Bardot à l'Élysée, elle est la première à être arrivée en pantalon. Oui. D'ailleurs, il faut savoir que dans le Code Napoléon, le pantalon est interdit pour les femmes, mais la loi du Code Napoléon n'a jamais été abrogée. C'est jamais.
D'accord. Ce qui est extraordinaire. Donc là, toutes les femmes qui vont à l'Élysée sont hors la loi. Alors. Même dans la vie, au quotidien, on est vous êtes hors la loi, mesdames. C'est pas grave. Vous portez alors, il se trouve, bon, aujourd'hui, ce livre sort, elle est chez elle. Moi, je suis assez fasciné de ces combats qu'elle mène sans arrêt. Comment trouve-t-elle l'énergie de mener autant de combats? Je lui demande à chaque fois. Je l'ai encore eu au téléphone, là, il y a dimanche dernier, et je la félicitais, lui dire, mais comment tu trouves la force toujours, moi, qui suis chez moi, tranquille et tout, mais comment tu trouves la force de répondre à toutes ces interviews, de te battre? Elle dit, je ne réponds qu'aux interviews maintenant, je prends le téléphone et j'appelle les journalistes, ou quand ils m'appellent, je dis oui, pour me battre pour les animaux, et notamment pour son ami Paul Watson, là, qui est emprisonné dans une prison en Groenland. Et elle a dit, j'ai encore la force. Pour les animaux, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Écoutez, vous lui direz de notre part que si un jour elle veut parler des animaux, uniquement des animaux dans les clés d'une vie, je suis prêt à faire une interview d'une heure avec elle au téléphone. Je vais transmettre l'invitation, parce que si effectivement on parle, que ça. Bon, après, vous pourrez peut-être glisser quelques petites apartés, parce qu'avec Brigitte, quand la conversation est sympathique, elle accepte de parler d'autres choses. Mais effectivement, consacrer une émission à ces combats, oui, je pense que ça pourrait se faire. Eh bien, à votre disposition. En attendant, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de lire ce magnifique ouvrage avec des photos sublimes, Inoubliable bébé, que vous signez avec Alain Vodroska, François Bagnot. Merci d'avoir écrit et merci de parler si bien de Brigitte Bardot, que vous affectionnez. Je sais que c'est réciproque. Écoutez, moi, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour parler effectivement de ma grande amie, mon amie Brigitte. C'est très sympathique de votre part. Merci en tout cas. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.